Bienvenue à Finances fondamentales en rediffusion. J'ai décidé de publier de nouveau chaque troisième jeudi du mois un épisode qui avait été soit populaire auprès des personnes auditrices ou tout simplement des livres qui, moi, m'ont marqué personnellement. Pourquoi faire ça? Je souhaitais faire découvrir ces épisodes-là aux nouvelles personnes auditrices qui n'ont peut-être pas eu la chance de les écouter parce qu'ils n'ont pas déroulé leur menu jusqu'à la fin des premiers épisodes ou permettre aux gens qui l'ont déjà écouté voilà un petit bout de réviser les concepts qui étaient véhiculés dans ces livres-là. Si vous avez déjà écouté cet épisode-là et que vous n'êtes pas intéressé de le réécouter, je vous invite tout simplement à écouter l'épisode qui sera publié mardi prochain, comme d'habitude. Soyez prudents, il y a peut-être certaines informations qui sont véhiculées dans cet épisode-là qui sont plus à jour maintenant, donc faites preuve de jugement. Sur ce, bonne écoute! Maintenant, pour la synthèse du livre 99 trucs pour s'enrichir, mieux consommer, mieux épargner, écrit par Frédéric Alali. Donc, en introduction, le titre dit tout. Donc, j'ai pas grand-chose à dire. Le livre, c'est clair, c'est 99 trucs. C'est straight to the point, il n'y a pas de flafla. Truc 1, truc 2, truc 3, t'en as 99. Donc, c'est très clair, super intéressant. Aujourd'hui, ma stratégie, bien sûr, résumer 99 trucs en 5 points, c'est pas évident, mais je vous les ai synthétisés dans différentes catégories. Ma première catégorie, c'est le plus difficile, c'est de commencer. Plus vous allez économiser, plus vous allez être capable d'économiser facilement. En effet, vous serez vite capable d'épargner simplement grâce aux économies que vont vous procurer vos rendements ou votre endettement va être plus petit, donc vous allez être capable de mettre plus d'argent de côté. Dans les premiers pas à faire pour commencer à épargner, l'auteur donne quelques exemples. Il dit, on peut utiliser le transport en commun. Moi, c'est pas ma force avec les enfants le matin, puis le soir, garderie, tous les sports, je l'ai déjà dit, là, c'est loin de chez moi, mais c'est mon objectif futur de davantage utiliser le transport en commun ou un transport plus actif que la voiture. Sinon, on peut couper dans l'alimentation, donc en achetant des marques moins chères, faire l'épicerie sans les enfants. Ceux qui ont des enfants vont comprendre. Ne pas faire l'épicerie le ventre vide. Moi, quand je fais l'épicerie le ventre vide, j'achète toujours du gâteau au fromage, puis on n'a pas besoin. Boire l'eau du robinet, cuisiner au lieu d'aller au restaurant, donc c'est des petits trucs que l'auteur donne. Sinon, par rapport aux vêtements, les trucs qu'il donne, c'est acheter des vêtements usagés pour les enfants notamment, acheter des vêtements en fin de saison, revendre les vêtements qu'on n'a plus besoin. Il mentionne la règle, un vêtement qui rentre, un vêtement qui sort. Sinon, pour les loisirs, les sports, les études, il dit, c'est possible de lire sans se ruiner en allant à la bibliothèque. On n'est pas obligé d'acheter tous les livres qu'on veut lire. Sinon, il y a des sites d'échange de livres. Ne pas acheter de loterie. Faire attention aux services de télécommunication, puis Internet, puis cellulaire, nos forfaits. Faire des choix logiques dans les sports. Moi, ce point-là, je suis un peu coupable, là. Je me restreins pas souvent pour les sports, mais j'achète pas du luxe non plus ou juste pour bien paraître avec les nouveaux patins de l'année, là. Sinon, pour la consommation, l'auteur dit de pas acheter de biens inutiles. Je faisais l'exemple un petit peu dans l'épisode 3 avec les fêtes d'enfants. Tu sais, pourquoi toujours acheter plein de gogos? On peut s'offrir des expériences ou d'autres types de cadeaux aux enfants. Il dit de vendre les biens qu'on n'utilise plus sur Kijiji, Marketplace, ainsi de suite. Dans ce point-là, l'auteur va parfois loin là, dans ce qu'on peut revendre. Là. Moi, ce que j'ai écrit, c'est un peu gratter les fonds de tiroir. C'est pas vraiment mon style, mais je comprends qu'il y en a qui ont le goût de le faire, qui ont peut-être besoin de le faire davantage. Si c'est votre cas, que vous êtes capable de revendre puis que vous aimez ça, tant mieux. Allez lire. Moi, je suis pas un grand vendeur, on va dire. Sinon, pour le crédit, ces trucs, c'est de magasiner ses cartes de crédit, de pas utiliser ses cartes si on n'a pas l'argent dans notre compte, de magasiner ses prêts hypothécaires. Je vous suggère le blog Retraite 101 qui est un blog super intéressant qui a notamment un article sur comment bien utiliser ses cartes de crédit. Sinon, il parle des nouvelles rentrées d'argent. Donc, rentabiliser la monnaie qui traîne. Si vous avez de la monnaie chez vous, allez la porter à la caisse ou à la banque pour l'investir. Sinon, si vous avez trop d'argent qui traîne dans votre compte épargne, donc au-delà de votre compte d'urgence, de votre fonds d'urgence, vous avez plein d'argent qui traîne, placez-la pour l'investir aussi. Donc, j'ai un ami, par exemple, qui m'a mentionné, après mon premier épisode, qu'il y avait 34 000 $ qui traînaient dans son compte depuis 2-3 ans parce qu'il avait vendu un terrain. Dans 5 ans, mettons à 4% de rendement sécuritaire, il a perdu en 4 ans 7 500 $. Juste à cause qu'il y avait de l'argent qui dormait dans son compte épargne. Sinon, il suggère également de mettre de côté les augmentations de salaire au lieu d'augmenter le rythme de vie. Donc, j'en parlais au dernier épisode avec ma conjointe. Quand nos salaires ont augmenté, mais notre rythme de vie n'a pas augmenté, ce qui nous permet de mettre beaucoup d'argent de côté. Donc, exemple, si tu mets 1200 $ par an à 5% parce que c'est ça que tu as fait comme augmentation de salaire, ça, c'est l'auteur qui fait l'exemple, là, tu vas avoir 59 000 dans 25 ans. C'est juste 59 000 dans 25 ans, mais comme on a vu dans l'épisode précédent, c'est tous des petits choix qui font en sorte qu'au bout du compte, si tu as 59 000 là, 28 là, ça fait en sorte que tu as une retraite un peu plus agréable.
Le dernier truc dans cette catégorie-là, c'est qu'il parle des crédits d'impôt, en profiter. Je vous les nomme, ça concerne pas tout le monde, mais il parle qu'il y a des crédits d'impôt pour des activités pour les aînés, pour le transport en commun, pour les frais de déménagement pour se rapprocher du travail ou du lieu d'études. Il y a des crédits d'impôt pour les dons de charité, les frais de scolarité, pour les frais d'intérêt. Donc, si vous utilisez des intérêts pour de l'immobilier ou pour investir dans des actions qui rapportent des dividendes, ben ces intérêts-là sont remboursables à 40%. Il y a des crédits d'impôt, en fait. Il y a des crédits pour les frais pour gagner du revenu, pour les gens de métier, pour la garde d'enfants, pour les frais médicaux. Donc, allez profiter de ces crédits-là. Moi, je les connais pas tous, mais ma comptable les connaît bien. En effet, l'auteur souligne que tous les dollars que vous économisez avec les trucs précédents pourraient rapidement produire une réaction en chaîne. L'auteur donne un exemple que je trouve très intéressant. Donc, il dit, par exemple, vous économisez 300 dollars dans l'année en magasinant pour vos assurances automobiles et habitation. Donc, ça, c'est les trucs 2 et 5 dans son livre. Vous avez économisé 300 dollars, vous utilisez cet argent-là pour rembourser votre carte de crédit qui vous coûte 18% d'intérêt. De cette façon-là, tu économises 54 dollars par année. Ça, c'est le truc 80 du guide. Tu places ces 54 $-là dans ton REER qui donne une réduction d'impôt de 20 $. Tu places ces 20 $-là dans ton CELI, puis l'argent s'accumule à l'abri de l'impôt. Donc, après un an, juste avec ce truc-là de magasiner les assurances puis placer l'argent, tu as économisé 374 $. Et ça, c'est sans te priver. Tu n'as fait aucun sacrifice, tu as passé 1 heure au téléphone. Et il faut pas oublier que ce 374 $-là peut se renouveler à chaque année. Le 300 $ que tu as économisé, tu l'as économisé à chaque année. Puis si tu n'as plus de dette, tu pourrais même l'investir, ce 300 $-là. Encore une fois, j'ai fait des petits calculs. J'aime bien ça, rendre ça concret. Je sais que c'est pas évident les chiffres en audio, mais je pense que c'est pertinent quand même. J'ai fait le calcul avec ce 300 $-là. En fait, avec le 374 $ que vous avez économisé avec un truc, sans vous priver, dans 30 ans, si vous le placez à 8%, ce qui est le rendement moyen des 500 plus grosses compagnies américaines, l'indice SP500, si vous investissez ce 374 $-là pendant 30 ans, dans 30 ans, vous avez 4089,96 $. C'est pas grand-chose. Mais, si vous investissez le 374 à chaque année, que vous épargnez grâce à ce truc-là, dans 30 ans, vous avez quand même 49 000 $ environ. Ça commence à être intéressant pour quelque chose qui nécessite aucun sacrifice. Je suis allé un petit peu plus loin. Mettons que négocier votre assurance, ça vous prend 1 heure à chaque 3 ans. Puis qu'investir le 374 $ une fois par année, vous demande 5 minutes. Donc, tu prends une fois 5 minutes dans le mois de décembre pour investir ton montant dans un fonds négocié en bourse passif. Ça donne sur 30 ans un total de 12h30 pour négocier et investir. Donc, faire tout ça, ce truc-là, en 30 ans, ça te prend à peu près 12h30 de temps. Donc, si on prend le scénario qu'on avait 49 000 $ environ dans 30 ans avec le 374 $ qu'on a économisé dans le truc. Si on ramène ça au fait que ça nous a pris 12h30 pour investir, négocier tout ça pendant 30 ans, si on divise le 49 000 par le 12h30, ça donne exactement 3 908,87 $. Donc, tu fais 3 900 $ de l'heure environ à négocier ton assurance auto. Est-ce que ça vous semble un salaire raisonnable? Moi, oui. J'aimerais bien gagner 3 900 $. Et ça, c'est juste pour un petit changement. Imaginez si vous améliorez en même temps d'autres habitudes financières à travers ça. Et trop souvent, les gens disent que ça prend beaucoup de temps de s'occuper de ses finances, alors qu'ils vont aller travailler 40 heures semaine, mettons, à 50$ de l'heure, mais ils veulent pas investir 1 heure par mois pour un budget ou pour investir leur argent. Pourtant, qu'est-ce qui est mieux entre 50$ de l'heure ou 3 900 $ de l'heure sur 30 ans? Je pense que la question est facile à répondre. Faut pas oublier, comme on disait tantôt, qu'économiser, c'est comme faire du sport. Lorsque tu pratiques une activité physique pour la première fois, c'est tough, c'est difficile, mais avec le temps, tu deviens plus habile, plus en forme, et tu y prends goût. Le même principe s'applique à l'épargne. Donc, voyez ça comme un nouveau sport. Tes finances vont juste s'en porter mieux à long terme. Attention, vous pourrez même aimer ça et devenir passionné, comme ça a été mon cas. Le livre offre aussi beaucoup de liens vers des ressources en ligne pour faire les budgets, vers d'autres trucs, et pour faire des suivis des dépenses. Donc, je vous suggère la lecture de ce livre-là si vous voulez avoir davantage de ressources. La deuxième catégorie, c'est les trucs faciles pour s'enrichir. J'y vais vraiment en rafale. Les trucs faciles, c'est magasiner ses assurances. L'auteur dit que tu peux épargner facilement entre 100 et 537 $ par année pour tes assurances. Il parle des garanties prolongées, donc évalue ton besoin réel de garantie légale sur ton produit parce qu'au Québec, tu es naturellement protégé pour tes produits que tu achètes. Il dit de profiter des soldes. Donc, sur Internet, par exemple, mais faites attention. Moi, il faut plus que je consulte le dépliant Canadian Tire parce que je vais dépenser en des choses que j'ai pas besoin. Donc, faites attention aux soldes. Faut pas acheter quelque chose parce que c'est en rabais.
Et l'auteur suggère aussi de faire des activités gratuites, donc aller jouer au tennis, aller au parc, faire une randonnée, du patin, ainsi de suite. Il parle également du transport qui représente la deuxième plus grosse dépense en importance pour une famille moyenne au Québec. En plus du prix d'achat ou de location, mais il faut que tu payes les assurances, le permis de conduire, les matriculations, les changements d'huile, les pneus. L'utilisation du véhicule coûte donc facilement plus de 6 000 $ par année, sans compter le stationnement au travail, et etc. Imaginez les économies que vous pourriez faire en éliminant les dépenses associées seulement au transport en auto. Évidemment, vous allez toujours avoir besoin de vous déplacer. La situation de chacun est différente, mais évaluez si dans votre situation c'est rentable de ne pas avoir d'automobile ou d'utiliser à l'occasion le taxi, le transport en commun ou Uber ou d'autres applications de ce genre-là. L'auteur dit qu'on peut également réduire les dépenses de transport en partageant son auto, en covoiturant, en utilisant des véhicules économiques, en louant, achetant des véhicules usagés, avoir 2 ensembles de roues pour faire ses changements de pneus soi-même. Donc c'est des trucs que l'auteur va donner, qui sont plus faciles. L'autre catégorie, c'est des trucs qui demandent un peu plus d'effort pour s'enrichir. Le premier, c'est avoir un colocataire. Si vous avez une maison ou un appartement plus grand, pour avoir un colocataire. Le deuxième, c'est enrichir ses connaissances, donc augmenter sa valeur. Et je vous félicite, c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment en écoutant le podcast. Bravo. Le troisième truc qui demande un peu plus d'effort, c'est d'effectuer soi-même des tâches. Donc, si vous payez pour faire votre gazon, votre ménage, vos repas, vos rénaux, laver votre auto, déneiger votre cour, réparer votre voiture, tout ça, c'est des frais. Donc, apprenez en lisant des livres. YouTube, c'est une université de la vie, on pourrait dire, par rapport à ce qui est mécanique, rénovation. Tu sais, moi, j'ai refait mon patio, j'ai refait ma salle de bain, je fais des choses sur ma voiture, je connais rien. Mais je regarde des vidéos YouTube pour apprendre à faire mon changement d'huile, changer mes pneus, construire mon patio, faire ma salle de bain. Donc ça peut vous permettre d'avoir une plus grosse épargne. Et finalement, le dernier truc qui demande des efforts, il dit que c'est travailler davantage pour faire plus d'argent. Le quatrième type de truc, c'est les trucs plus astucieux pour s'enrichir. Donc l'auteur mentionne qu'il faut s'acquitter des dettes à taux élevé, carte de crédit par exemple, avoir un fonds d'urgence, investir le reste de son argent selon la tolérance au risque et les différents véhicules disponibles comme CELI, REER, Régime épargne études. L'auteur mentionne qu'un truc astucieux, c'est aussi profiter de la vie à travers tout ça pour pas s'écœurer non plus. Ne pas créer de nouvelles dépenses. On a parlé, quand ton salaire augmente, t'es pas obligé d'augmenter tes dépenses. Il dit d'amortir l'hypothèque plus vite, ça peut être une stratégie également. Donc, soit en arrondissant le montant qu'on paye. Donc, si vous payez 134,55 par mois, vous pouvez dire à votre banque de payer 55. Vous pouvez payer le même montant même si le taux baisse. C'est pas le cas en ce moment. Vous pouvez faire des versements forfaitaires. Donc, exemple, vous avez un 10 000 de côté, vous voulez placer en hypothèque, vous pouvez le faire selon si votre contrat avec votre taux hypothécaire le permet. D'éviter l'assurance prêt hypothécaire si vous achetez une maison. D'investir en priorisant les régimes avantageux qu'on a discuté assez souvent, régime épargne études, CELI, REER, ainsi de suite. Maximiser votre régime employeur, ça c'est majeur. Si votre employeur met 2-3%, puis qui accote ce que vous donnez dans votre fonds de pension, allez toujours au maximum. Toujours. Et finalement, magasiner ses frais de placement avec votre conseiller financier. Si vous faites affaire avec un conseiller, questionnez-le sur les frais de gestion. Le dernier point pour ce livre-là, c'est êtes-vous un poisson rouge? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, l'auteur utilise l'exemple du poisson rouge qui va manger jusqu'à s'en rendre malade. Donc, êtes-vous du style à manger tant qu'il reste de la nourriture dans votre assiette, à dépenser tant qu'il y a de l'argent dans vos poches ou à acheter tout ce que vous voyez ou que vous désirez? Si c'est le cas, malheureusement, vous souffrez du syndrome de ce que l'auteur appelle le syndrome du poisson rouge. Donc, vous allez être plus propice à dépenser que d'autres personnes comme moi peut-être qui ont un profil moins dépensier. Donc, il va falloir d'abord apprendre à vous contrôler si vous voulez être en mesure d'épargner un jour. Attention par contre à ne pas devenir un poisson rouge de l'épargne ou de l'investissement. Ce que je veux dire, c'est que ça peut devenir une passion un jour pour vous. Il faut pas passer non plus 40 heures par semaine à analyser des compagnies. Même si c'est moins dommageable parce qu'au moins votre patrimoine financier va bien s'emporter, mais il faut faire attention non plus parce que ce 40 heures par semaine-là que vous allez mettre, il faut que vous compreniez que vous n'êtes pas payé non plus directement pour le faire. Donc faites toujours des choix sains et logiques selon vos objectifs financiers, mais également vos objectifs familiales, sociaux, professionnels, et ainsi de suite. En conclusion, ça rejoint davantage le livre « En as-tu vraiment besoin » de Pierre-Yves McSween pour savoir, avoir des trucs pour épargner. C'est intéressant pour ceux qui ont de la difficulté à épargner, un peu moins si vous êtes déjà bon là-dedans. Il y a plusieurs trucs quand même qui sont intéressants ou qui remettent en question certaines habitudes financières. Donc dans mon cas, j'avais encore ma carte de crédit étudiante par exemple. Donc là, ça me permet de réfléchir à y a-t-il des cartes qui peuvent être plus pertinentes pour moi à ce moment-ci de ma vie.
Le ton est moins moralisateur que celui de Pierre-Yves McSween, même s'il y a certains trucs pour moi qui sont très poussés, mais ça dépend de chaque personne. Le livre se lit bien, comme j'avais mentionné, je l'ai lu en 2 heures, donc à vous de voir où vous en êtes dans votre cheminement financier, si ça peut être un livre qui est intéressant pour vous ou non. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié et merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui. Si tu apprécies le podcast, il y a 3 choses gratis que tu peux faire pour m'aider. 1. Partager le podcast sur tes réseaux sociaux. 2. T'abonner, suivre ou donner quelques étoiles au podcast selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Et 3. Me suivre sur la page Facebook du podcast. Si tu veux me soutenir davantage, tu peux t'abonner pour $3,99 par mois au podcast et ainsi avoir accès à un épisode spécial supplémentaire chaque mois, en plus d'avoir accès à mon outil d'analyse. Toutes les informations pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. Sinon, oublie pas que je suis pas un expert, prends jamais ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci encore pour ton écoute et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.